Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter, réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France, ainsi que la presse quotidienne régionale. Puis, deuxième partie de l'émission Territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, en direct sur ce plateau, c'est Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, qui sera notre invité. Enfin, troisième partie avec Territoire Sénat et l'actualité sénatoriale et politique. Dans un instant, le JT des territoires. A tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On commence ce JT des territoires avec les conséquences de la canicule dans les territoires. Face à cette canicule, la mairie d'Amiens vient de relancer son dispositif Un été bien entouré qui permet d'encadrer au mieux les personnes âgées et vulnérables, notamment en cas de très forte chaleur. Le principe, des agents appellent régulièrement les personnes âgées qui se sont identifiées et leur rendent même visite tous les jours. Reportage de Flavio Lapiana de WEO TV dans le Nord, notre partenaire. Marie-Madeleine, octogénaire, n'en est pas à sa première canicule. Son programme de la journée est simple, rester à la maison, devant la télévision et avec quelques rafraîchissements. Je bois, mais que de l'eau, et puis je me rafraîchis avec un pulvérisateur, assez souvent. Parce que si ma peau frise quand je la pince, c'est que je manque d'eau. Mon infirmier m'a fait voir ça. Bonjour Mme Zingo. Bonjour Karine. Mais elle n'est pas seule puisque régulièrement les agents du Centre communal d'action sociale d'Amiens comme Karine viennent lui rendre visite pour bien sûr prendre des nouvelles et rappeler les bonnes pratiques durant la canicule et aussi lui apporter un véritable soutien moral. Ce sont des personnes vulnérables et elles sont encore moins bien face à la chaleur, tout ça. Donc ça leur fait du bien d'avoir c'est un réconfort supplémentaire, d'avoir qu'on prenne de leurs nouvelles, qu'on passe les voir parce qu'elles peuvent se sentir mal avec cette chaleur. Et avec une température atteignant les 28 degrés, les appels affluent au service écoute senior d'Amiens. Les personnes âgées viennent s'informer et obtenir quelques conseils pratiques. Et si vous sortez, vous évitez de sortir l'après-midi, il vaut mieux sortir le matin. La ville d'Amiens met en place depuis 2014 un dispositif visant à identifier les personnes vulnérables pour prendre régulièrement de leurs nouvelles et les aider si besoin. Alors c'est important parce que malheureusement en 2003 on a vu que les personnes âgées dans les périodes de canicule étaient évidemment très impactées. On donne des conseils, on les alerte par SMS ou par message téléphonique, eux et leurs proches qu'ils ont pu désigner pour qu'ils prennent des précautions tout à fait utiles dans les périodes de forte chaleur. Les températures maximales devront atteindre les 40 degrés en milieu de semaine. Limitez les activités en extérieur et pensez à prendre des nouvelles de vos proches. Ils font partie d'une des professions les plus populaires de notre pays. Dans les Vosges, 600 sapeurs-pompiers étaient réunis pour la 48e édition de leur rassemblement départemental et pour célébrer la journée nationale qui leur est dédiée tous les ans au mois de juin. L'occasion de valoriser la diversité des interventions qu'ils réalisent au quotidien, mais aussi de mettre en lumière les difficultés auxquelles ils se trouvent de plus en plus souvent confrontés. Regardez ce reportage de Marie-Danielle Rogovorvitz pour Via Vosges. 600 sapeurs-pompiers étaient réunis sur le stade d'Anould pour la 48e édition de leur rassemblement départemental et pour célébrer la journée nationale qui leur est dédiée. Un hommage a été rendu aux sapeurs-pompiers décédés en service, dont 7 en France depuis un an. Les soldats du feu sont intervenus plus de 30 000 fois dans les Vosges en 2018 et ils doivent s'adapter à toutes les situations. La majorité de notre intervention reste le secours à personne, près de 70% de secours à personne. L'incendie représente 10% aujourd'hui, les accidents de la route 10% également, et puis 10% d'opérations diverses. Et dans cette diversité, eh bien, en effet, le frelon asiatique, qui est une espèce qui commence à coloniser notre département, eh bien, nous sommes mis en marche de bataille pour pouvoir lutter contre sa prolifération. On s'est équipé d'outils spécifiques. Mais l'an passé, les sapeurs-pompiers ont également dû faire face à 20 agressions pour les
les 2/3 verbales. Nous ne sommes pas dans la moyenne basse, pas dans la moyenne haute, mais nous sommes dans une moyenne qui malheureusement d'année en année augmente. Et nous sommes très vigilants à cela. Nous déposons systématiquement plainte au nom du SDIS. Nous accompagnons le sapeur-pompier pour qu'il dépose plainte également. Nous mettons à disposition un avocat pour assurer sa protection fonctionnelle et faire en sorte que justice se passe. Car en effet, il est intolérable que ceux qui sont envoyés pour porter secours soient agressés. 95% des effectifs dans les Vosges reposent sur le volontariat. À un plan national s'ajoute également la volonté du département qui finance et chapeaute le service d'incendie et de secours de pérenniser cet engagement. Ces 3 dernières années, 40% des recrutements étaient issus des jeunes sapeurs-pompiers que l'on reconnaît à leur casque orange. Il semblerait que le législateur veuille encore aller un petit peu plus loin pour pouvoir être facilitateur vis-à-vis des sapeurs-pompiers volontaires. Donc là aussi, c'est un chantier qu'il faut reprendre, c'est un chantier qu'il faut engager. Lors de cette journée, 24 soldats du feu ont reçu une distinction, une montée en grade. Un défilé des hommes et des matériels a clos cette cérémonie, les véhicules anciens de l'association de sauvegarde du patrimoine ouvrant le cortège. Sans transition, la réforme de l'assurance chômage maintenant, c'est l'une des réformes les plus attendues dont les grandes lignes ont été présentées la semaine dernière par le Premier ministre, vous le savez, avec notamment un durcissement des conditions d'indemnisation. Elle ne fait pas du tout l'unanimité. Céline Ercilia de Télé-Loire 7 s'est rendue à Saint-Étienne pour recueillir les premières réactions d'une association qui accompagne au quotidien des dizaines et des dizaines de chômeurs. Regardez. Comme chaque jour, Ahmed épluche les offres d'emploi. Il est salarié de l'association Solidaire Chômeurs Loire. Il rencontre plusieurs demandeurs d'emploi chaque semaine et parfois il trouve des annonces correspondant à leur profil. Il y a des moments où on passe à certaines personnes qui viennent par mois, qui viennent de temps en temps. Généralement, on a des gens qui recherchent dans tous les métiers de plaquiste, nettoyage aussi. Nettoyage, souvent. Mais trouver dans son domaine d'activité est parfois un parcours du combattant. La réforme de l'assurance chômage prévoit un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation chômage. À partir du 1er novembre 2019, il faudra avoir travaillé 6 mois sur 24 contre 4 sur 28 actuellement. Une mesure inquiétante pour le président de cette association. Cette nouvelle réforme à 6 mois, ça ferait peut-être, pour moi, à mon avis, je sais pas, ça risquerait de les pénaliser quoi, un peu. Ça fait gros quand même, ça fait gros. Ça fait gros par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Et puis pour moi, ce que ça veut se faire, c'est qu'ils veulent justement faire des économies. Les membres de l'association espèrent que cette mesure ne voit pas le jour et pourtant, ils l'admettent, une réforme est nécessaire. Je pense qu'il faut faire une réforme, ça, il n'y a pas de souci. On ne peut pas continuer comme ça. 3 millions de chômeurs, moi je pense que ce qui manque dans cette réforme, c'est la formation professionnelle, qui est gérée actuellement par les syndicats. Le gros paquet de la formation professionnelle va aux salariés et il faut mettre le maximum pour former les chômeurs. On manque actuellement de bras en France et il y a 3,5 millions de chômeurs, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les mesures qui viseront directement les demandeurs d'emploi, les cadres seront particulièrement visés. Ainsi, un chômeur de moins de 57 ans ayant une indemnisation de plus de 4 500 € verra cette dernière diminuer de 30% au bout de 6 mois sans emploi. Rappelons que dans la Loire, on comptait fin mars 36 127 demandeurs d'emploi de catégorie A. On comptait également 2 174 cadres. Retour en Ile-de-France dans ce JT. Montreuil a inauguré un incubateur destiné aux réfugiés qui souhaitent créer leur entreprise. Le dispositif est inédit en France, créé à l'initiative de la commune de Seine-Saint-Denis et de plusieurs associations. Cet espace doit favoriser l'intégration économique des personnes ayant obtenu un statut de réfugié. Il accueillera sa première promo en septembre prochain. C'est un reportage de Cédric Dandreville pour Via Grand Paris, notre partenaire. Regardez. Le traditionnel ruban est coupé, moment symbolique pour l'inauguration d'un incubateur pas comme les autres. Ici à Montreuil, ce sont des réfugiés qui vont être accompagnés dans leur création d'entreprise. C'est une très bonne nouvelle que des réfugiés puissent avoir un lieu à Montreuil qui va leur permettre d'utiliser leurs compétences, de créer de la richesse, de leur permettre d'apporter à notre communauté. Et c'est naturellement Montreuil parce que c'est nos valeurs, c'est notre cœur. Nous sommes une des villes les plus multiculturelles au monde et donc nous sommes très fiers. Sur un espace de 120 mètres carrés, les réfugiés incubés auront accès aux salles de réunion et aux outils informatiques, au programme, des ateliers, des formations ou encore des suivis individualisés.
Ces réfugiés vont être accompagnés pendant 9 mois par La Ruche, qui est une association qui est spécialisée en la matière et qui va les accompagner dans des cours, dans l'étude de leur business plan, etc. Ils vont aussi bénéficier de cours de français, de cours de culture. Ils vont aussi bénéficier du mentorat et de l'accompagnement de collaborateurs de tous les entrepreneurs à Montreuil qui sont volontaires. Le lieu accueillera des réfugiés pendant 3 ans. Si l'expérience est positive, d'autres territoires pourraient s'inspirer de cet incubateur qui, pour l'heure, est unique en son genre. J'ai un projet à Bordeaux qui est de l'initiative municipale. Il y a des projets plus portés par des réseaux associatifs. Mais celui-là est le plus original et avec le plus de moyens et le plus d'ambition. Mais je pense que dans toute l'Île-de-France, il faudrait développer plus de ce type d'outils pour ceux qui ont une âme de créateur d'entreprise. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas dans un projet de création. L'incubateur de Montreuil ambitionne d'accompagner chaque année une trentaine de réfugiés. La toute première promotion doit investir les lieux le 1er septembre prochain. Regardez bien ces images, ce n'est pas de la science-fiction, elles sont tournées dans l'Aude et non sur un tournage hollywoodien de George Lucas. Il désherbe les parcelles de vignes sans personne pour l'aider. Ted, c'est un robot enjambeur viticole tout droit sorti de la start-up toulousaine Naio Technologies et actuellement en test dans le département de l'Aude. Et une coopérative agricole teste ce robot pendant 3 ans pour s'assurer de son efficacité et de son réel intérêt pour devenir une véritable alternative aux produits phytosanitaires utilisés par les viticulteurs pour désherber leurs parcelles. Et c'est Geoffroy Priol pour Via Occitanie qui a rencontré Ted. Regardez. Il désherbe les parcelles des vignes sans personne pour l'aider. Ted est un robot enjambeur viticole tout droit sorti de la start-up de la région toulousaine Naio Technologies. C'est un robot autonome qui est 100% électrique. Il se guide sur les vignes grâce à une cartographie qu'on ferait, qui utilise un GPS pour se guider. Et en fait, le robot sait exactement où sont les rangs de vignes et il va suivre ces rangs, faire ce demi-tour tout seul pour arriver au rang suivant et remonter toute la parcelle en travaillant. Au niveau du travail que vous allez voir aujourd'hui, c'est du désherbage mécanique, c'est-à-dire qu'on va détruire les mauvaises herbes sans utiliser d'herbicides, mais des outils mécaniques, des simples lames qui vont venir déraciner les mauvaises herbes. 5 robots sont testés dans la région Occitanie, dont un par la coopérative agricole Arteris, très intéressée par l'apport écologique de cette machine. Les viticulteurs sur évidemment le rang de la vigne n'auront pas besoin de faire un désherbage classique, soit chimique, soit mécanique avec le chauffeur et le tracteur et l'outil attelé au tracteur. Donc ça apporte aux viticulteurs confort de travail, moindre pénibilité et impact évidemment non négligeable sur l'environnement. Le robot enjambeur est testé depuis près d'1 an sur cette parcelle de Fangeau dans le département de l'Aude et les effets positifs se font ressentir par le viticulteur. Dès qu'on passe un désherbage mécanique, il y a forcément des temps de travaux importants et si on arrive économiquement et disons aussi humainement à soulager ce travail-là, c'est tout bénef quoi. À tous les niveaux. La coopérative agricole Arteris a encore 2 ans pour tester le robot et évaluer son efficacité, pour plus tard l'étendre auprès de ses 25 000 adhérents agriculteurs qui le souhaitent. Voilà, un sujet de Via Occitanie, une des chaînes du réseau Via, qui sont nos partenaires. Dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. On démarre Saveria, bonjour, avec la une du bien public, canicule évidemment. La France est au ralenti ce matin. Elle est là, elle s'installe et elle a des conséquences. La canicule frappe la France et ça va durer toute la semaine. 53 départements du centre et de l'Est placés en vigilance orange, de Paris au centre, de l'Auvergne à la Bourgogne et l'Alsace, mais également en basse et moyenne vallée du Rhône. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le report du brevet des collèges en début de semaine prochaine, les 1er et 2 juillet. Attention, la ministre de la Santé a prévenu que le ressenti serait pire qu'en 2003. L'inconfort sera supérieur, car cette chaleur s'accompagne d'un très fort taux d'humidité, ce qui augmente la chaleur ressentie, explique Agnès Buzyn. Voilà, une de Vaucluse matin, c'est comment les écoles, elles, s'adaptent à cette canicule.
canicule. Voilà, si le brevet a été reporté sur décision du ministre hier, les plus jeunes restent en classe. Dans le Vaucluse, certaines écoles les plus à risque ont été équipées de climatiseurs. Pour le reste, eh bien, c'est le système D qui domine. Les écoles peuvent aussi adapter l'emploi du temps des élèves. Problème pour les syndicats enseignants, dans bien des cas, le bâti ne permet pas de répondre aux conséquences de la canicule, absence de volets ou de stores, notamment sur les baies vitrées, locaux mal isolés, points d'eau insuffisants, cours de récréation sans ombre. Résultat, eh bien, des fédérations de parents d'élèves réclament la fermeture de certains établissements. Et puis, à la une de la Dépêche du Midi, tout à fait raccord avec le JT il y a un instant, ce sont les pompiers qui sont à cran. 7 syndicats qui représentent plus de 85% des sapeurs-pompiers professionnels appellent à la grève jusqu'à fin août pour demander plus de moyens face à une augmentation de leur intervention. Les pompiers pointent notamment le désengagement de l'État de certains services, dont le SAMU, qui alourdit leur charge de travail. Ils réclament une revalorisation salariale via une prime, une hausse de la prime de feu et la compensation du travail de nuit et de week-end. À la une de Paris-Normandie, édition Le Havre-Saveria, eh bien c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, ancien maire du Havre. Édouard Philippe qui a accueilli hier au Havre, donc dans son ancienne ville, son homologue Dimitri Medvedev. Première visite d'un haut responsable russe depuis celle de Vladimir Poutine en 2017. Le Premier ministre a joué au guide touristique pour se rapprocher de son homologue. L'objectif était surtout d'ouvrir un nouvel espace de discussion entre les deux pays. Emmanuel Macron considère que la qualité du dialogue gagnerait si nous pouvions créer de nouveaux espaces de dialogue, a déclaré Édouard Philippe. Merci Saveria, on vous retrouve en fin d'édition pour l'actualité sénatoriale. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Jean-François Beige et Luc Laventure sont avec nous. À tout de suite. Bonjour Luc Laventure. Vous représentez sur ce plateau Outre-mer 360, une télévision et un site consacré aux Outre-mer. Ils sont plusieurs, 13, et vous y tenez. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-François Beige, bonjour et merci d'être avec nous. Vous dirigez la rédaction du Courrier du Parlement. Avec vous, Jean-François Beige, on va parler de votre édito, La force sans débat. Il s'agit de Donald Trump, mais il s'agit aussi des relations sino-américaines qui sont extrêmement importantes et prépondérantes pour le commerce mondial. On en parlera dans un instant. Avec vous, Luc Laventure, on va parler d'Annick Girardin, c'est la ministre des Outre-mer. Elle veut défendre une différenciation plus accrue pour les territoires ultramarins, c'est-à-dire les ex-Outre-mer, comme on les appelait, dans la réforme des institutions. Pourquoi ? Il y a une spécificité ultramarine, comme on dit ? Il y a toujours une spécificité ultramarine, c'est ce qui fait la beauté de la Constitution, c'est-à-dire que la République est unie et indivisible, mais si je puis dire, elle est souple. Et c'est vrai que les propos d'Annick Girardin dimanche, lors de l'émission Dimanche en politique sur François, un petit peu intrigué les milieux politiques. Elle a dit, c'est vrai qu'elle a parlé en son nom personnel. Elle a bien pris la peine de le dire. Mais une ministre peut-elle parler en son nom personnel ? Alors, c'est pourquoi ça ressemble un petit peu à un ballon d'essai. Dès qu'il y a une petite crispation, une interrogation, effectivement, régulièrement, on pose la question du statut en disant « faut-il plus d'autonomie ? Faut-il plus d'indépendance ?» À partir de là, où mettre le curseur ? Faut-il aller jusque sur le statut de Nouvelle-Calédonie où l'État conserve son côté régalien? Faut-il aller du côté de la Polynésie? La question se pose d'autant qu'il y a des outils déjà qui permettent aux collectivités de se poser un certain nombre de questions sur les bilans d'habilitation qui leur permettent d'explorer des zones où elles peuvent, ces collectivités, apporter des réponses spécifiques aux problèmes. C'est ce qui s'est passé en Guadeloupe et à la Martinique il y a 2 ans avec l'UREL et Letchimy sur la question des transports. Alors, pour revenir sur ces ex-dom-tom, alors beaucoup de gens les voient comme des destinations de rêve, évidemment, où on va en vacances, notamment à l'approche des vacances qui arrivent. Puis en regardant les nombreux sujets qui les impactent, je me disais qu'au fond, elles ont énormément de problèmes. Alors, pas toutes, mais les sargasses, le fameux chlordécone, le problème de la réforme institutionnelle, qui n'est pas partagé de la même manière par tous les départements d'outre-mer français. C'est très très différent qu'on soit à La Réunion, qu'on soit... Donc, comment arriver à parler au nom de ces territoires ? C'est quasi impossible, non ? Alors, c'est impossible, mais c'est ce qui fait la beauté de la Constitution, c'est qu'elle est souple. Oui, et sa complication aussi.
On peut dire que c'est compliqué, mais la vie n'est-elle pas compliquée? La vie n'est pas unijambiste. Non, mais entre les préoccupations des Polynésiens et ceux, on va dire, hein, des Chinois français de la Réunion, il y a un monde, non, Luc Laventure? Il y a un monde, mais vous avez parlé effectivement de problèmes. Il n'y a pas que les sargasses, il n'y a pas que le chlordécone, il y a quelque chose d'important sur le plan social. Déjà, et on a vu avec les chiffres qui sont sortis du chômage, il y a quasiment entre le double et le triple de taux de chômage. C'est quand même important, voire insupportable. Mais ceci étant posé, d'autres problèmes se posent. Par exemple, et c'est peut-être un ballon d'essai d'Annick Girardin, qui est une fine politique, se demander quel est le rôle du ministère des Outre-mer. Est-ce que le ministère des Outre-mer ne peut pas être une boîte à outils qui peut aider les collectivités locales à se servir de l'arsenal qui est à leur disposition pour pouvoir régler leurs propres problèmes, à la fois avec l'Europe? On ne peut pas dire que ça a été une réussite du point de vue du gouvernement, mais on peut se poser des questions de savoir effectivement si le ministère d'Outre-mer doit exister en tant que tel, ou est-ce que ce n'est pas une façon de le faire évoluer vers une espèce de boîte à outils au service des collectivités locales? Jean-François Beige, vous êtes un fin observateur de la vie politique depuis longtemps, vous dirigez le Courrier du Parlement. Justement, le ministère des Outre-mer, ça a été un ministère qu'on disait régalien de la Ve République, on disait que c'était un deuxième Matignon. Un petit Matignon. Oui, ça a été. Enfin, ça a même été plus que ça, parce qu'il y a eu un moment où, notamment au moment de la crise calédonienne, en 86-88, avec les drames que l'on a connus, c'était carrément Matignon. Absolument. Il y avait une osmose totale entre les cabinets de M. Rocard, de M. Le Pensec. Oui. Et c'était... Oui, et Le surtout, Pensec. et Michel Rocard, enfin les mauvaises langues disaient que François Mitterrand aimait bien qu'il aille loin, mais Michel Rocard a passé énormément de temps dans le Pacifique, parce que non seulement avec la Nouvelle-Calédonie, mais il fallait aussi organiser les relations avec les voisins qui étaient très endommagés par les essais nucléaires, etc. Il fallait se réconcilier avec les Australiens. Il y avait eu l'affaire catastrophique du Rainbow Warrior. Oui, en Nouvelle-Zélande. Etc. Et donc tout ça, c'était quand même l'administration d'Outre-mer qui a porté ça. Jean-François a raison, effectivement, et il faut dire également que les premiers ministres s'impliquent totalement. Édouard Philippe s'implique totalement. Il s'est impliqué notamment sur la Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs le seul premier ministre qui soit allé dans une petite île qui s'appelle Tiga en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, il s'implique de plus en plus dans ces affaires. Et il a du goût pour ça. Absolument. Ça s'explique. Il y a way of life. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment l'outre-mer. Parfois, ils ont peut-être même pas de liens familiaux ou culturels, mais ils aiment cette vision de la France au-delà des mers. Multiple. Jean-François Beige, votre éditorial La Force sans débat dans le Courrier du Parlement, vous dites que le président américain illustre ce qu'est au fond vouloir être une grande puissance, d'où le désir de briser l'axe Téhéran-Pékin qui constitue un vrai souci, notamment pour les compagnies pétrolières. C'est ça qu'on observe en ce moment. C'est des défis liés à cette problématique aujourd'hui, dans le Golfe, en mer d'Oman, avec l'Iran, les relations avec l'Iran. Évidemment, il y a une composante de protection d'Israël, enfin, mais ce n'est pas une affaire proche-orientale, c'est une affaire américano-chinoise ou sino-américaine. Ça fait partie d'un long conflit qui n'en est qu'à ses débuts, conflit commercial. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Chinois affichent la plus grande indifférence par rapport aux rodomontades de Donald Trump, comme ils ont d'ailleurs pas du tout ils n'ont pas accordé d'attention aux relations entre Trump et les Coréens, Kim Il-jung. Et c'est Kim Jong-il, pardon. C'est très particulier cette relation parce que elle prend une nouvelle acuité avec les événements de Hong Kong. C'est-à-dire que les Hongkongais commencent à avoir vraiment très peur parce qu'ils savent que personne ne va défendre leur liberté. Autrefois, on croyait que Washington était, au temps du communisme, on disait lorsqu'on est en lutte pour la liberté, on peut
compter sur Washington, etc. C'est fini. Et les Hongkongais, ils sont livrés eux-mêmes face à un pouvoir extrêmement dur. Si vous êtes extradé de Hong Kong vers la Chine, on vous précipite dans un système pénitentiaire terrifiant dont on a peine à croire qu'il existe encore au XXIe siècle. Et là, on voit que d'un côté, un Trump qui veut affirmer sa puissance, une Chine impériale, indifférente à tout ce qu'on peut dire d'elle à travers le monde, ça ne fait pas un monde très, très sympathique. D'autant que la Chine s'installe dans le temps long. Ouais. Tandis que, du point de vue... Qui fait partie à la fois de leur mentalité et de leur histoire. Absolument. Juste, vous indiquez dans cet article, fort bien fait, cet éditorial, la force sans débat. Jean-François Beige dans le Courrier du Parlement, on peut retrouver sur Internet d'ailleurs. Il n'y a pas de débat sur les principes. Oui, absolument. Tant du côté Trump que du côté chinois. Je signale quand même que une jeune Hongkongaise, qui est étudiante à Princeton, a lancé donc sur Internet une pétition à succès, qui rencontre un grand succès, qui est destinée à Emmanuel Macron pour lui demander de retirer la Légion d'honneur à Carrie Lam, qui est la chef de l'exécutif de l'ancienne colonie. Oui, Carrie Lam, c'est la proconsul de Pékin à Hong Kong. Et ça m'a plu, ça m'a ému de voir qu'une jeune chinoise accorde de l'importance à la Légion d'honneur, parce qu'elle envoie symbole de la liberté, de la démocratie, de la République. Et ils ont fait une pétition, ces jeunes Chinois, pour demander à Emmanuel Macron d'enlever la Légion d'honneur à la représentante de Pékin. Merci Jean-François Beige, directeur de la rédaction du Courrier du Parlement. Merci Luc Laventure, président, directeur général d'Outre-mer 360, une chaîne de télévision et un site internet consacré aux Outre-mer. Il y en a 13. Les Outre-mer qu'on va retrouver dans la météo des territoires, puisque vous savez que sur la TNT le matin, nous sommes les seuls à donner également les prévisions météorologiques des territoires français ultramarins, ainsi que ceux de la France. Vous allez le voir, la canicule continue. Ce n'est pas une surprise pour vous. On se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est une ministre du gouvernement qui est notre invitée politique dans un instant. C'est Agnès Pannier-Runacher qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Avant de la recevoir, nous allons nous rendre du côté du reste du monde, voir ce qui s'y passe avec le Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde. On part en Turquie, à Istanbul, où la victoire du nouveau maire qui est dans l'opposition au président Erdogan plaît aux gens, vous allez le voir. Et puis en Arabie Saoudite, où les femmes passent leur permis de conduire. Elles sont 100 000 en un an à l'avoir passé. On se retrouve après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Ce lundi matin, le choix d'Istanbul fait la une des journaux. Le parti d'opposition affiche un score historique aux élections municipales, plus de 54% des voix. La victoire du peuple et de la démocratie selon certains habitants qui attendaient un changement depuis 25 ans. Le changement était nécessaire, les gens en avaient assez du gouvernement en place. La Turquie a besoin de sang neuf, de nouvelles idées et d'un nouveau visage. Je pense que la Turquie s'est échappée d'une prison. C'est ce qu'un homme a réussi à faire. Je suis très ému et j'ai bon espoir pour l'avenir.
Quelques scènes de joie au milieu de la nuit mauritanienne. Ils sont venus fêter la victoire annoncée de leur candidat, Mohamed Ahmed Cheikh-Azouani. Nous sommes contents aujourd'hui que le candidat Mohamed Cheikh Ahmed a passé à premier tour avec 52%. Mais cette victoire confirmée par la commission électorale est contestée par l'opposition. Selon la CENI, le candidat du parti au pouvoir est crédité de 52% dès le premier tour. Une femme prenant des leçons de conduite en Arabie Saoudite. Une scène impensable il y a encore un an. C'est une des mesures les plus emblématiques d'un pays qui cherche à afficher un élan de modernisation. En un an, nous avons délivré plus de 100 000 permis de conduire. Et ce sont près de 3 millions de femmes qui pourraient le passer d'ici 2020. Mais dans ces auto-écoles qui leur sont réservées, les femmes qui souhaitent passer leur permis payent en moyenne 6 fois plus cher qu'un homme. Cette avancée, bien que limitée, n'est pas du goût de tous. Une campagne de dénigrement est d'ailleurs apparue sur les réseaux sociaux ciblant les femmes qui seraient à l'origine d'accidents de la route. Leur fer à repasser entre les mains, elles ont chaud. Dans cet atelier de repassage, la vapeur rend l'air lourd et humide. La semaine s'annonce compliquée. C'est très difficile parce que les fers chauffent, ça dégage beaucoup de vapeur. Les tables sont chauffantes également, les chaudières aussi. Nous sommes dans un bâtiment préfabriqué, donc avec la canicule, c'est assez pénible. Et l'air conditionné et les quelques ventilateurs n'y changent pas grand-chose. Face à la situation, l'entreprise a décidé d'adapter les horaires.